Bonjour ou rebonjour à vous toutes et à vous tous pour cette troisième rencontre de la prévention santé portée par la Fondation Ramsay sous le haut patronage, le parrainage du ministère des Solidarités et de la Santé. Merci d'être restés avec nous, de nous rejoindre pour ce deuxième webinaire alors qui va être consacré à regarder maintenant un peu devant nous, à regarder quels sont les fils que l'on peut tirer pour lutter contre ce fléau du suicide des jeunes. Deuxième cause de mortalité chez les jeunes derrière les accidents de la route, le suicide, avec évidemment ce contexte particulier qui est celui de l'épidémie de Covid, qui est celui du confinement, qui augmente encore les stress éternels de la jeunesse et les stress conjoncturels qui pèsent sur les jeunes depuis maintenant 40 ans que nous sommes en crise économique en Occident. On voit que se sont accumulés des nuages noirs sur l'horizon de la jeunesse et la Covid n'est que le dernier, mais ce n'est pas le moins terrible. Alors, il y a des pistes, il y a des solutions, on voit qu'on arrive à pouvoir lutter efficacement pour empêcher la naissance des pensées suicidaires, pour empêcher le passage de la pensée à la tentative de suicide et, le cas échéant, empêcher éventuellement les récidives. On a vu tout à l'heure avec nos premiers intervenants que sur le constat, les jeunes étaient dans un état de conscience du problème qui est le leur assez extrême. Il y a une véritable lucidité de la part des jeunes. Il y a l'acceptation d'en parler, de reconnaître que pour eux, c'est un des dangers qui menacent leur vie. Et il y a une attente d'interlocuteurs, et il y en a beaucoup, et vous en êtes sans doute tous les uns et les autres, une attente aussi d'action et de coordination entre les actions. C'était la grande leçon de la première table ronde, du premier webinaire. On manque de connexion entre les systèmes d'alerte et la prise en charge par le système de soins. On va dans ce deuxième webinaire explorer un peu plus avant ce qui est en train d'être tenté. Il y a au niveau des acteurs publics, des acteurs privés et des associations, des choses qui se font, qui se mettent en place, qui s'expérimentent, qui sont en train de mesurer leur efficacité, de chercher des connexions et des relais. On voit comment les nouvelles technologies servent beaucoup pour ces avancées. On voit aussi à quel point il faut multiplier les interfaces, les synapses entre ce que les nouvelles technologies peuvent apporter et derrière le système physique présentiel de prise en charge et de soins. On voit où sont les carences, on voit où sont les pistes, on va essayer d'avancer tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est évidemment avec nos 4 intervenants de cette deuxième table ronde, mais c'est aussi avec vous. J'ai devant moi une tablette. Sur cette tablette apparaissent vos questions et vos questions, vous pouvez les poser en vous connectant en bas à droite de votre écran. Vous avez un espace pour ouvrir ce chat et poser vos questions. Elles apparaîtront dans le deuxième temps de la table ronde. Je les poserai à nos intervenants. En fin de cette deuxième table ronde, Pascal Rocher nous rejoindra pour tirer le bilan un peu de cette matinée d'échange et nous dire ce que la Fondation Ramsay Santé, ce que tout l'univers Ramsay peut penser, peut proposer pour avancer dans la lutte contre le suicide des jeunes. On va commencer par un tour rapide de présentation de nos 4 intervenants de ce deuxième webinaire. Je commence avec vous, Christophe Tsouriau. Dites-nous qui vous êtes, d'où vous nous parlez et de quelle action vous allez nous parler dans quelques minutes plus en détail. Alors, je suis neurologue, initialement professeur d'épidémiologie à l'Université de Bordeaux. Et je suis responsable de cohorte sur la santé des jeunes, la cohorte Eicher dont Marie Tournier a déjà parlé, et puis d'une cohorte qui a été mise en place à l'occasion du premier confinement qu'on a appelé Confin, et donc je vais vous présenter quelques-uns des résultats. Je suis également à Bordeaux responsable du service de santé universitaire, donc qui voit les étudiants, et à ce titre, bien sûr, voilà, j'ai un contact privilégié, on va dire, avec le terrain. Merci beaucoup. Caroline Jean-Pierre, vous allez nous parler non pas depuis l'Australie, vous n'y êtes pas, mais d'une innovation qui vous est venue d'Australie. Oui, tout à fait. Donc, je suis Caroline Jean-Pierre. Je coordonne une association, donc Premier Secours en Santé Mentale, qui a été créée en 2018 et qui a pour objet effectivement de lutter contre la stigmatisation et d'œuvrer pour un accès rapide aux soins, en s'appuyant en particulier sur un programme qui est effectivement développé depuis près de 20 ans en Australie et qui est développé dans plus de 24 pays dans le monde, qui s'appelle Premier Secours en Santé Mentale et dont je vous parlerai très rapidement. Merci beaucoup. Charles-Édouard Notre-Dame, depuis Lille. Alors vous avez un programme qui a un nom très très poétique et très mozartien, c'est Papageno. De quoi s'agit-il ?
Tout à fait. Donc moi je m'appelle Charles-Édouard Notre-Dame, je suis psychiatre de l'enfant et de l'adolescent au CHR de Lille, je suis maître de conférence et je suis l'un des coordinateurs du programme Papageno dont je vous dirai quelques mots, mais il s'agit essentiellement d'un programme qui vise à prévenir l'effet qu'on appelle, je vous en toucherai deux mots, mais l'effet Werther, c'est-à-dire l'effet d'augmentation du risque de tentative de suicide ou de suicide suite à la médiatisation trop peu précautionneuse d'un fait divers suicidaire, et au contraire, comment est-ce qu'on subvertit cette force-là de la communication au service de la prévention, de l'entraide et de l'accès aux soins. Merci beaucoup. Puis alors, en présentiel, comme on dit maintenant, ça devient un privilège, un luxe qu'on déguste de plus en plus. Yann Massard, donc infirmier en psychiatrie qui nous vient de la Sarthe et qui a un badge, dites « Je suis là ». Et ça, c'est votre action. Tout à fait. Hashtag Je suis là. Donc, c'est une initiative d'une plateforme qu'on a lancée à l'occasion de la Journée mondiale de prévention suicide le 10 septembre dernier, et qui a pour but de démocratiser la prévention suicide auprès du grand public. Tout à l'heure, Jam, dans l'étude Jam, on retrouvait 90% des jeunes étaient prêts à aider son prochain lors d'une crise suicidaire. Et nous, ce qu'on veut, c'est sensibiliser ces 90% de personnes qui sont prêts à aider, sensibiliser à adopter les bons mécanismes. Il y a des outils, voilà. il y a des solutions, il faut les armer. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre. On va reprendre maintenant le fil de notre conversation en commençant par vous, Christophe Tsouriau. On s'est quitté tout à l'heure avec le professeur Marcel Ruffo sur une note assez pessimiste quant à l'impact du confinement, de l'épidémie en général, du stress, des noirceurs que ça fait peser sur la société, mais aussi du confinement, de la perte de lien social sur les jeunes. Est-ce que vous, à travers l'étude que vous avez pu mener, les retours que vous en avez, vous partagez ce pessimisme? Ça nous a fait franchir une nouvelle cote d'alerte? Oui, très clairement, les épidémies de cette ampleur sont un révélateur et un accélérateur aussi des problèmes qui existent déjà, qui sont sous-jacents et auxquels on est confronté au quotidien. Et ça montre de façon tout à fait claire la gravité de ce qu'on voit. Alors, pour l'illustrer, je vais commencer par la cohorte iShare. Donc ça, c'est une cohorte qu'on a mis en place en 2013. C'est ce qu'on appelle une e-cohorte, c'est-à-dire que tout se déroule sur Internet. Alors, il y a quand même un examen clinique pour un certain nombre d'étudiants, mais en gros, tout se déroule sur Internet. On a inclus 21 000 étudiants. Il y a beaucoup de questions, notamment sur la santé mentale. Et vous voyez donc à côté quelques chiffres. Alors c'est assez terrible parce qu'on s'est habitué à ces chiffres qui sont quand même tout à fait affolants sur le niveau de stress, la faible confiance en eux des étudiants, sur la dépressivité, sur les pensées suicidaires. Voilà, donc ces grandes études et les personnes à Lille viennent aussi de publier une très belle étude sur les étudiants au moment du confinement. Voilà, ces études permettent d'avoir un plaidoyer autour de l'importance de ce problème. Il ne faut vraiment pas du tout s'habituer à ces chiffres. Mais ça permet également les études de cohorte. Alors là, voilà, c'est un peu différent. C'est des personnes qu'on va suivre dans le temps. Et ça permet donc d'aller identifier des déterminants, des profils finalement à risque. Et pour ça, on utilise aussi bien des méthodes de modélisation statistique classiques que des méthodes d'intelligence artificielle, de machine learning. On a là actuellement des résultats tout à fait passionnants, précisément sur le risque suicidaire. Et enfin, sur un sous-échantillon, comme on dit, on a également des choses très biologiques, de l'IRM de haute résolution, de la génétique et une biobanque. Et enfin, ce genre de grands projets, ce genre de grande cohorte permet également d'accueillir un certain nombre de projets. Et Marie Tournier y a fait allusion tout à l'heure. Elle a elle-même développé un projet de prévention et qui est greffé sur cette cohorte. C'est un des grands avantages de ces projets qui restent dans le temps. La deuxième cohorte dont je voudrais parler, deuxième diapositive s'il vous plaît. C'est la cohorte Confin. Donc comme je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, on l'a mis en place vraiment au moment du confinement dans une très belle collaboration entre une société privée, la société CAPA, et donc l'Université de Bordeaux, l'équipe iShare. Et on était au moment du confinement, on discutait entre nous en se disant mais vraiment c'est dommage de rien pouvoir faire sur la santé mentale. On sait que les étudiants sont déjà à risque, nécessairement ils sont impactés au moment du confinement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la société CAPA a accepté gratuitement de nous prêter entre guillemets des développeurs informatiques de nouveau pour faire une cohorte sur Internet et des chefs de projet. Voilà, et tout ça sans aucun flux financier, c'est vraiment tout à fait remarquable. Donc ce qu'on y voit,
Tout à l'heure, vous avez vu, j'avais marqué 22% de pensées suicidaires chez les étudiants, mais ça, c'était sur 12 mois. Là, on a posé la question sur la semaine précédente, et vous voyez, il y a 12% des étudiants qui ont eu des pensées suicidaires la semaine précédente le questionnaire. Donc, voilà, on est dans un ordre de grandeur qui n'a plus rien à voir. Donc, on voit très bien l'aggravation. Ce qu'on va pouvoir également faire, parce que là aussi, c'est une cohorte, on va les suivre dans le temps, donc c'est de voir l'évolution de la pensée mentale en fonction de l'évolution de l'épidémie, en fonction de l'inquiétude générale autour de l'épidémie, et puis bien sûr autour du confinement. Et de nouveau, on va pouvoir aller regarder d'un peu plus près quels sont les profils à risque suicidaire, évaluer la variabilité des pensées suicidaires, car ça paraît être un index très important, et de nouveau proposer des interventions. Donc vous voyez, on ne se contente pas dans ces deux cohortes simplement d'observer, mais également on souhaite intervenir, essayer d'améliorer les choses. Alors, dans ce contexte d'intervenir, nous, il y a une question qui est extrêmement importante, c'est la question de connaissance. Vous savez, c'est très particulier, la santé mentale, le suicide, c'est qu'il y a du déni, il y a de la stigmatisation. Donc, en fait, le niveau de connaissance des personnes, et les étudiants n'y échappent pas, est en général très faible. Et c'est pour ça que nous, on a mis en place des actions originales, des études preuves de concept, comme on dit, de façon à essayer d'améliorer le niveau de connaissance des étudiants sur les questions de santé mentale et de suicide. Image suivante, s'il vous plaît. Et je voudrais juste citer deux exemples très rapidement. Un premier, c'est un escape room. Alors, je pense que tout le monde maintenant connaît le principe d'un escape room. C'est vraiment un jeu, un escape game, où il y a une petite équipe qui rentre dans une pièce, qui doit trouver les énigmes, sinon elle ne peut pas sortir, et ça dure pendant 1 heure comme ça. Donc, voilà, plusieurs personnes travaillent ensemble dans un rythme assez endiablé. Et on a créé et testé donc cet escape room sur un thème finalement assez difficile, qui est celui des 5 symptômes cardinaux des troubles dépressifs majeurs. C'est une idée d'un interne de santé publique, David Labrosse, et on l'a vraiment co-créé avec lui et avec les professionnels de l'espace santé. Et ça a eu un très grand succès. Les étudiants ont adoré. On a réussi à montrer que effectivement, on augmentait leur niveau de connaissance, tout simplement parce qu'il y a un meilleur ancrage mémoriel quand on est dans ces situations d'entraide, d'excitation, d'émotion. Et puis surtout, ils ont tout simplement découvert un certain nombre de choses autour de la dépression qu'ils ne connaissaient tout simplement pas du tout. Autre initiative, diapositive suivante s'il vous plaît. Là voilà. Alors oui, juste ça c'est important parce que bien sûr on ne peut plus faire d'escape room actuellement dans une période de confinement. Donc David Labrosse, qui a d'ailleurs créé sa société à partir de cette collaboration, a fait sa société qui s'appelle Tricky, et il passe à des escape rooms numériques. Donc on est très intéressé par ça, et vraisemblablement on va aussi tester ça à l'Université de Bordeaux. Diapositive suivante. Autre objet, là aussi, qui a été proposé par une interne de santé publique, Marine Keroué, qui est venue qui a passé 6 mois chez nous. C'est une mini-série interactive. Donc c'est une vidéo très longue, 20 minutes, mais qui se fait par embranchement. Alors c'est très curieux, quand elle m'en a parlé pour la première fois, j'ai dit mais 20 minutes de vidéo, vraiment ça ne correspond pas du tout au canon habituel de la communication. Elle m'a dit si, les jeunes aiment beaucoup ça, et en fait c'est une vidéo très particulière. On choisit un des deux personnages, vous les voyez là à l'écran, et on va les suivre au cours des différents épisodes, et ils vont devoir à certains moments, à des embranchements, donc prendre une décision, décider de faire quelque chose ou de ne pas faire. Et de façon un peu triste, s'ils choisissent systématiquement les mauvaises options, eh bien, à la fin de la mini-série, l'autre étudiant finalement se suicide. Alors bien sûr, on ne voit jamais ni les images des suicides, mais voilà, c'est juste pour illustrer finalement que le suicide n'est pas quelque chose de totalement étranger, ça peut arriver à n'importe qui, et voilà, il y a des attitudes qu'on peut avoir ou ne pas avoir. Dernière diapositive, je pense. Alors, ce qui est très important à comprendre, c'est que toutes ces actions, nous, on les co-construit avec des étudiants systématiquement, et on les teste également systématiquement. Donc là, on a 2 séries d'évaluation. On va faire une analyse quantitative classique, donc avec un essai randomisé comme avec un médicament, et voilà, c'est en cours, les analyses sont en cours, on évalue les connaissances sur le suicide et la santé mentale, mais on fait également une analyse qualitative avec des entretiens semi-dirigés. J'ai juste là mentionné 2 des témoignages.
Et vous voyez, ils sont illustratifs, mais vraiment, on n'a pas pris nécessairement les meilleurs. On a pris 2 qui étaient simplement représentatifs. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'on souhaitait poursuivre, c'est que des étudiants qui, au fond, n'ont pas eu de proximité par rapport au suicide, tout d'un coup, se sentent investis à travers le personnage, comprennent mieux et se disent que c'est une très bonne façon d'apprendre à mieux connaître ces problèmes-là. C'est-à-dire que vous avez une fonction presque de vaccination, si j'ose dire, que des jeunes qui n'ont jamais pensé au suicide se trouvent à travers ces initiatives confrontés de manière fictive à la problématique du suicide. Ça peut leur permettre de mieux affronter le problème le jour où ils ont des pensées suicidaires. Oui, c'est ça, parce que là, dans tout ce premier séminaire, on a beaucoup entendu parler du soin et au fond, quelque part, de la demande même de l'étudiant qui soit se suicide, soit consulte des professionnels. Et donc, on a bien vu les problèmes qui sont liés à ça, le problème de faire des connexions entre les soignants et puis la difficulté, d'une façon générale, de la psychiatrie qui est quand même très largement sous-dotée. Nous, par nos études, on est vraiment en amont, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à chercher à piloter la personne dans le système de santé, mais bien à essayer d'augmenter le niveau de connaissance générale de cette population étudiante pour que, d'une part, si jamais eux, ils rentrent dans un processus de dépression ou de pensée suicidaire sévère, fréquente, avec conception de l'acte, ils réalisent que ça, ils sont dans des sphères très dangereuses pour eux-mêmes ou pour leurs collègues, pour leurs proches. Et donc, c'est ça qu'on cherche à faire. Nous, on s'adresse vraiment à la population générale de façon à augmenter ce niveau de connaissance générale et qu'à un moment donné où ils aient besoin vraiment d'avoir un contact avec un professionnel de santé, ils savent que c'est le bon moment, ils savent qu'à ce moment-là, ils ont vraiment besoin de passer à l'acte et d'essayer d'avoir de l'aide. Une petite question sur votre première cohorte. Est-ce que les savants ont identifié des risques innés, c'est-à-dire une inégalité biologique de certains jeunes face au suicide? Est-ce que certains, par leur génétique, par leurs antécédents en termes de maladie, sont plus disposés que d'autres à nourrir des pensées suicidaires? Oui, bien sûr, il y a des choses très classiques. On sait que avoir des problèmes psychiatriques, avoir des antécédents de maladies psychiatriques augmente bien évidemment le risque de dépression et de suicide. Parenthèse, la dépression est bien sûr un des facteurs de risque, un des facteurs prédisposants, on va dire, le plus puissant au suicide, bien qu'elle ne suffise pas, et heureusement, à expliquer intégralement le suicide. On en a parlé tout à l'heure, les femmes ont un pourcentage d'exposition au risque d'une mauvaise santé mentale supérieure à celle des hommes, un fait qu'on ne comprend pas bien, mais qui est tout à fait tangible. Et ensuite, on retrouve des choses très classiques autour, bien sûr, des problèmes socio-économiques qui se sont considérablement aggravés au moment du confinement, autour de l'isolement hors et pendant le confinement, isolement physique. À cet âge-là, l'isolement est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et puis, on a parlé avec l'étude JAM du harcèlement, et nous, on a un résultat qui est vraiment venu de l'analyse par machine learning et par intelligence artificielle et qui était un peu inattendu, c'est que, alors c'est des résultats non encore publiés, donc je ne vais pas beaucoup m'y étendre, mais disons on a trouvé 4 grands prédicteurs du risque suicidaire dans la cohorte iShare, et un de ces grands prédicteurs était le niveau de confiance en soi. C'est pas quelque chose qu'on sélectionne habituellement quand on cherche à faire des modèles de risque de suicide, et on trouvait ça très intéressant parce que c'était vraiment quelque chose qui était très persistant, et on sait très bien que le harcèlement, la première action du harcèlement finalement, c'est de détruire la confiance en soi, qui est quelque chose de très fragile à cet âge-là, et donc c'est certainement une chose sur laquelle il serait intéressant de pouvoir agir à un moment donné. Merci beaucoup Christophe Tsuriot. Je rappelle les 3 chiffres de l'étude JAM tout à l'heure. 54% des jeunes citent le harcèlement comme cause de pensée suicidaire, 16% les réseaux sociaux, 14% la solitude, les 3 facteurs pouvant évidemment se combiner. Avant de passer à la suite de notre conversation, on va regarder une petite vidéo qui est tirée des initiatives sur les gestes de premier secours en santé mentale. On regarde les images et on se retrouve dans une minute. Ça va aller? Oui, pourquoi? Je sais pas. T'as loupé pas mal d'entraînement ces derniers temps. Et là, t'as pas l'air hyper en forme. Si, non, mais ça va. Vraiment? T'as pas l'air dedans ces derniers temps. La semaine dernière, t'es même pas passé dire bonjour au pot annuel. Ouais, j'avais pas envie de voir du monde. Puis, en fait, je me sentais pas trop la force. Comment ça? Pas trop la force? Non, mais c'est rien, je te dis, j'étais fatigué. Bon, de toute façon, en ce moment, j'ai pas grand-chose à raconter. Alors. Mais tu te sens déprimé? Tu sais, ça arrive à plein de monde.
faut pas rester tout seul avec ça. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Moi, je sais pas trop. Bon, écoute, je sais que c'est pas toujours facile de demander de l'aide, mais moi, je peux faire ça avec toi. Non, sérieusement, on peut chercher des numéros et te trouver des gens bien. Ouais, en fait, je crois que je veux bien un peu d'aide. Voilà, Caroline Jean-Pierre, on a vu là un exemple très concret, un cas de vie quotidienne qui peut nous arriver à tous, que l'on soit du côté lumineux ou du côté sombre de la caméra. Est-ce que c'est ça, être secouriste en santé mentale? Est-ce que c'est repérer le premier moment de découragement chez un proche et d'avoir tout de suite, en quelques phrases, l'idée de l'amener à consulter, à être aidé? Alors effectivement, le fait de devenir secouriste vous permet en fait d'acquérir des connaissances de base sur les troubles et puis d'avoir en tête un plan d'action pour avoir pour pouvoir apporter de l'aide à des personnes qui présentent des signes. Alors on vous apprend à les repérer. On n'est pas du tout dans le champ du soin, hein, on est dans le champ du repérage. Et puis, justement, on outille en quelque sorte chacun. C'est une formation citoyenne, hein, ça dépasse effectivement le cadre des jeunes, ça dépasse le cadre de uniquement les problèmes de suicide. Dans le cadre de cette formation, effectivement, on rentre dans des connaissances générales sur les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles psychotiques, les troubles liés à l'utilisation de substances. Et puis, on vous apprend à pouvoir apporter une aide très concrète, également en cas de crise. Alors que ce soit face à des personnes qui ont des idées suicidaires, mais également dans le cadre des automutilations non suicidaires, des attaques de panique, etc. Donc c'est vraiment une porte d'entrée un peu plus large que ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais dans l'idée de permettre d'acquérir vraiment des compétences de base pour identifier et assister au mieux une personne concernée par un problème de santé mentale. Donc c'est vous, c'est un collègue, voilà, on est tous concernés. Alors combien faut-il de temps pour maîtriser ces gestes de premier secours ou cette capacité à détecter les signes d'alerte? Qu'est-ce qu'il faut faire comme formation? À quoi correspond votre système australien, là, les premiers gestes de secours en santé mentale? Alors, sur cette formation de secouriste, c'est une formation qui dure 14 heures. Et au cours de ces 14 heures, effectivement, on allie plusieurs types d'exercices qui permettent de faire des mises en situation très pratiques sur comment il faut agir quand on fait face à une situation justement de crise suicidaire. Il y a également des vidéos qui permettent comme la vidéo qu'on a vue là à l'instant, de voir de pouvoir repérer les signes en fait face à une personne qui présente tel ou tel trouble. Donc on est vraiment sur le repérage des signes et puis sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire face à une personne qui est confrontée à un épisode, comme l'épisode de crise suicidaire que vous avez, qui centre nos débats. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qui est intéressant dans le programme MHFA, juste c'est qu'en fait, pour
l'ensemble des connaissances qui sont incluses dans le programme, en fait, ont été sélectionnées selon un niveau de preuve et de consensus international. Donc, c'est quelque chose dont on a parlé un peu tout à l'heure, c'est que la méthodologie formelle pour que les éléments soient inclus dans la formation et dans le manuel qui est remis à chaque secouriste, c'est que il y ait un consensus d'experts qui regroupe à la fois des personnes concernées, des familles, des scientifiques. Et s'il n'y a pas, si les recommandations ne sont pas approuvées au moins à 80% par ces différents collèges, eh bien, elles ne sont pas retenues pour être intégrées au niveau de la formation. Donc, le point de vue des personnes concernées, le point de vue des proches, le point de vue des experts compte autant dans la formation. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'il y a des gestes dangereux, une manière d'aider finalement plus maladroite et plus terrible que de vraies aides, de vrais secours? Excusez-moi, j'ai été obligée de... Je vous en prie. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter quand on est confronté à quelqu'un qui est en glissement vers une pensée suicidaire? Est-ce qu'il y a des mots à ne pas dire, des gestes à ne pas avoir? Alors, ce qui est préconisé dans le cadre de la formation, c'est qu'il ne faut pas entrer dans le débat au sujet des idées suicidaires. Il ne faut pas discuter sur les aspects de moralité de la crise. On vous demande de rester, par rapport, quand vous êtes secouriste, vos opinions, vous devez les garder en retrait. Il ne faut pas faire culpabiliser la personne, bien sûr. Il ne faut pas interrompre non plus la personne lorsqu'elle est en train de se confier à vous. Et puis, surtout, si, comme tout à l'heure, on a commencé à l'indiquer, si la personne commence à présenter vraiment des risques de péril imminent, eh ben, il faut contacter les services pour pouvoir passer le relais au plus tôt, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Charles-Édouard Notre-Dame, bon, il y a cette formation des individus, il y a ce que chacun d'entre nous on peut acquérir comme réflexe et comme vigilance. Vous travaillez avec Papageno sur la sensibilisation du monde de l'information, du monde des médias, pour que ça soit donc un niveau plus collectif. Oui, absolument. On a fait le constat à Papageno, un constat qui est extrêmement intéressant, c'est que dès qu'il y a un traitement médiatique un peu trop précautionneux du suicide, alors par trop peu précautionneux, j'entends le fait par exemple de diffuser la méthode, le lieu précis par exemple, d'être trop sensationnaliste dans le ton, eh bien ça a entraîné quasiment systématiquement une augmentation du taux de suicide qui peut aller jusqu'à une dizaine de %, ce qui est quand même en matière d'épidémiologie absolument considérable. Et ça, c'est ce qui s'appelle l'effet Werther, parce que c'est connu depuis très longtemps, en fait, avec l'apparition du roman Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Il y a eu cette épidémie, véritablement une épidémie de suicide à travers l'Europe, au point qu'on a dû censurer le livre. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça l'effet Werther, parce qu'on retrouvait les jeunes gens habillés de la même manière que Werther et qui s'étaient suicidés de la même manière que lui, avec une arme à feu. Et donc, on a voulu travailler sur le fait que limiter cet effet Werther, notamment en travaillant auprès des journalistes. En même temps, on ne voulait pas agir comme des censeurs depuis notre position médicale, à dire aux journalistes ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, parce que c'est généralement quelque chose qu'ils n'aiment pas beaucoup, les journalistes, quand on leur dit ce qu'ils doivent faire. Et puis d'ailleurs, ce n'était pas du tout notre position. Notre position, c'était vraiment de se dire, d'être un peu là comme des lanceurs d'alerte et en même temps des facilitateurs ou des aidants dans la manière de couvrir de manière plus, à la fois plus sensible et plus juste la question du suicide. Et on a voulu passer pour ça par des rencontres dans l'optique de co-construction entre des internes en psychiatrie et des étudiants en journalisme. Et on a organisé ces rencontres où on faisait du partage de savoir, de la co-construction de savoir autour de la sensibilité, de la sensibilisation sur la question du suicide. Et puis on se rendait compte aussi, et les internes en psychiatrie se rendaient compte de ce que c'était les objectifs, les missions, les contraintes du métier de journaliste et comment est-ce qu'on pouvait collectivement avoir une responsabilité commune pour un traitement à la fois plus juste et plus responsable du suicide. Donc c'était vraiment ça l'objectif. Et puis après, on s'est rendu compte que cet outil,
ce constat épidémiologique, le fait qu'il y avait cette augmentation des taux de suicide après une couverture médiatique, en fait, ça traduisait la puissance de l'outil communication comme un outil de prévention à part entière. Et l'objectif, pour nous, ça a été d'inverser la dynamique, d'inverser la vapeur de la communication comme potentiellement délétère et au contraire de la mettre au service de la prévention. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Papageno parce qu'on sait, ça s'est connu depuis maintenant 5-6 ans, même une petite dizaine d'années, que certains articles de presse, notamment quand ils montrent des exemples de gens qui ont réussi à traverser une crise suicidaire et qui finalement s'en sont sortis, accompagnés ou pas accompagnés, finalement entraîner une diminution des taux de suicide. Et notre objectif, c'est vraiment d'utiliser les outils de la communication, les médias traditionnels, mais aussi, par exemple, les réseaux sociaux, on y travaille beaucoup, pour promouvoir l'entraide et l'accès aux soins. Vous avez aussi avec Helios donc, un projet de plateforme, alors là d'intervention. Là, c'est vraiment aller vers celui qui est menacé. Oui, tout à fait. Notre idée, c'était de se dire que les jeunes je crois que ça a été largement vu, ont beaucoup de difficultés à accéder aux soins et que parfois, il faut juste les prendre par le petit bout de l'engagement dont ils sont capables et se saisir du moment où tout à coup, ils se disent pourquoi pas, je demanderai de l'aide. Et pour ça, il faut qu'ils puissent avoir un accès qui soit le moins engageant possible, au moins dans un premier temps, pour les amener progressivement aux soins. Et on se disait que l'environnement dans lesquels ils sont les plus habiles et dans lesquels ils sont au quotidien, c'est finalement les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'était de mettre à disposition une équipe en ligne d'intervenants, de psychologues et d'infirmiers en psychiatrie qui puissent être joignables directement depuis les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, Facebook, Instagram, et qui puissent contacter directement. Et vous voyez qu'il y a quelque chose de synergique entre Papageno, qui vise vraiment à utiliser les moyens de la communication pour promouvoir l'entraide et l'accès aux soins, y compris des ressources fiables, et Helios, qui sont ces ressources fiables qu'on peut contacter directement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Charles-Édouard. Yann Massard, cette dernière initiative rejoint en quelque sorte la vôtre. Hashtag Je suis là, on est dans le même esprit. Oui, sauf que la plateforme Je suis là n'a pas vocation à être acteur directement auprès des personnes en crise suicidaire. Hein. Quelle est sa spécificité ? La spécificité, c'est justement d'être une plateforme grand public, extrêmement grand public, une plateforme simple, claire, concise, un petit peu comme ce que vous retrouvez sur la prévention contre le cancer du sein. C'est à peu près autant de décès par cancer du sein que par suicide en France. C'est 3 fois plus que les accidents de la route. Et on veut porter un peu cette dynamique donc de communication positive, comme disait le docteur Notre-Dame, sur la prévention du suicide. Et donc, on s'est inspiré, nous aussi, d'une initiative australienne, c'est Are You OK ? Eux, ils sont un petit peu plus dans l'avant. Hein, vous voyez, on a été obligé d'adapter le dispositif au public français, dans le sens où la plupart du temps, le grand public, les 90% de personnes qui peuvent être aidantes, comme le dit l'étude JAM, la plupart du temps, ils arrivent à un moment un petit peu plus critique dans l'avancée de la crise suicidaire. Et donc, on donne les outils à tout un chacun pour se préparer à l'éventualité d'avoir un proche qui se trouve en crise suicidaire. On lui explique les signes d'alerte qu'il pourrait relever auprès de son proche. Et puis ensuite, on lui explique comment agir. Et comment agir, c'est quoi ? C'est immédiatement passer la balle au système de soins ou est-ce qu'on peut agir sans avoir besoin de tirer la sonnette d'alarme de l'hôpital ? Dans un premier temps, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on ne s'adresse pas qu'aux jeunes, on s'adresse au grand public en général, ils ont un petit peu de mal à aller vers les associations. Déjà, ils ne les connaissent pas, hein, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'étude. Et ils préfèrent quand même au début échanger avec des proches, des collègues, des éducateurs, des gens qui sont proches d'eux, qui sont autour d'eux. Donc c'est ces personnes-là auxquelles on s'adresse et ils vont pouvoir déjà
montrer qu'ils sont là, hein, d'où le hashtag je suis là, dire qu'ils sont là, c'est montrer qu'il y a une autre solution, une autre porte que le suicide. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à eux déjà. Ouais. Et cette personne qui s'intéresse à eux va déjà pouvoir questionner les idées de suicide pour pouvoir clairement savoir où est-ce qu'il en est dans la problématique et pouvoir lui donner des pistes ensuite là par rapport à la gravité de la situation. Donc on peut déjà aider la personne à retrouver des éléments dans ses ressources personnelles, hein, avec l'aide de ce proche. Et puis, il y a des éléments quand même qui sont importants, c'est-à-dire qu'on va pousser à la sécurisation de l'environnement. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très important, pouvoir éviter les moyens suicidaires quand on a pu relever des intentions. Et puis, on va essayer de déstigmatiser la consultation, malgré tout, vers un professionnel. Hein, on va pouvoir proposer d'aller vers un psychologue, vers un psychiatre, des choses qui sont encore tabous aujourd'hui, alors que chez les anglo-saxons, c'est quelque chose qui se fait plutôt en amont de la problématique. Ouais. Merci beaucoup Caroline Jean-Pierre. Guillaume, qui est infirmier psy dans une clinique, donc qui est directement dans ce monde-là, dans cette pratique-là, vous demande s'il y a des gestes simples, des actions simples qui pourraient l'aider, lui, à une prise en charge d'un jeune en difficulté plus efficace et plus rapide. Donc à la fois je suis un peu surpris de voir qu'il est en demande de cela. Et est-ce que dans les gestes de premier secours que vous enseignez, il y a aussi des conseils pour les professionnels? Alors, c'est une formation qui s'adresse au grand public. L'objectif, c'est pas d'apporter une formation comme peut-être qu'on va être amené à parler des formations sentinelles qui sont à plusieurs niveaux, où il y a un niveau grand public et puis après des niveaux qui vont jusqu'au niveau expertal de la prise en charge effectivement par les psychiatres et les psychologues des hôpitaux psychiatriques. Là, on est vraiment sur une formation grand public. Donc l'objectif, c'est vraiment le repérage des signes et il faut bien faire la distinction entre ce qui relève du soin, et on n'est pas là pour former les soignants en 2 jours ou pour apporter des conseils aux soignants. Je pense que là, on serait plutôt dans la confusion si on était dans ce registre-là. On est vraiment sur des connaissances de base et puis connaissance d'un plan d'action vraiment pour le grand public, quoi. Voilà. Charles-Édouard, vous qui êtes pédopsychiatre, vous voyez des carences de formation chez des gens dont c'est pourtant le métier, mais qui ne savent pas toujours gérer l'accueil et les premiers soins? Carence de formation, j'irai peut-être pas jusqu'à là. En revanche, il y a eu un gros effort là ces dernières années, depuis 10-20 ans, d'acculturation sur la question du suicide. Maintenant, c'est beaucoup plus simple de parler de la question du suicide. C'est beaucoup plus fluide aussi, beaucoup moins silencieux, beaucoup moins tabou. On peut beaucoup plus facilement en parler. En revanche, il y a vraiment des plans de prévention qui sont mis en place à travers la formation, et le groupement d'études et de prévention du suicide, en effet, a retravaillé tout récemment main dans la main avec la Direction générale de la santé, à refondre un plan de formation modulaire à la question de la prévention du suicide, qui s'adresse à la fois effectivement aux professionnels intervenants de crise, c'est-à-dire ceux qui interviennent tout juste avant éventuellement un passage à l'acte pour désamorcer ce passage à l'acte, qui est aussi adressé, il y a un module qui est adressé beaucoup plus aux soignants de manière générale, qui vise vraiment à les aider à évaluer et à orienter correctement vis-à-vis des bonnes ressources. Et enfin, ce fameux module Sentinelle qui s'adresse à des citoyens, professionnels ou non, qui sont particulièrement repérés dans leur communauté de vie comme étant aidants, soutenants et pouvant aussi repérer plus facilement certains signes d'alerte suicidaire et orienter vers les bonnes personnes. Merci beaucoup. Christophe Souriau, on nous interroge beaucoup sur la difficulté du système public français à répondre à cette demande de soins et de coordination des initiatives. Est-ce que c'est un manque de volonté des grands organismes, de volonté politique, ou est-ce que c'est la structure de notre système qui fait qu'on n'arrive pas à mettre en contact toutes ces belles initiatives qui se développent ? Alors moi je vais rester dans le domaine que je connais bien, qui est celui des universités et des étudiants. Très clairement, il y a une sous-dotation globale des services de santé universitaire. Dans certaines universités, il y a vraiment un médecin, une infirmière, une assistante sociale. Vous voyez, des toutes petites équipes.
Et donc, bien évidemment, ils ne peuvent pas répondre à une demande, notamment de prévention en santé mentale et de risque suicidaire, et encore moins quand une épidémie arrive avec le confinement et le risque augmenté de détérioration de la santé mentale et du risque suicidaire. Donc très clairement, on a ce problème-là qui se voit ailleurs, mais qui est un problème de sous-dotation, même si tout le monde essaye de faire au mieux. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à ça, il y a bien sûr toute l'organisation qu'on peut construire. On a vu le soin tout à l'heure et on en a reparlé là à l'instant, on a vu les systèmes de santé universitaire, mais il y a bien évidemment tout ce qui concerne, je dirais, les étudiants eux-mêmes. Ce sont des générations qui en fait sont très solidaires, très altruistes. Et on en a un peu parlé aussi tout à l'heure. Et on voit bien qu'il y a la possibilité finalement de les aider à s'organiser de façon à recréer de la proximité. L'initiative PSSM va dans ce sens-là, et nous, à l'Université de Bordeaux, d'ailleurs, on est une des universités qui avons été les premières à tester, à utiliser ce système. On va le déployer là dans les semaines qui viennent de façon un peu plus intense, on va former beaucoup plus de personnes, mais au-delà de ça, il y a tout simplement l'entraide au quotidien, il y a le coup de fil passé aux étudiants d'une promo. Vous voyez, tout ce réseau-là qui ne demande qu'à être mis en place. On a vraiment des initiatives d'étudiants qui vont dans ce sens-là et qu'on va essayer d'aider. Parce qu'au fond, cette entraide locale, et parfois pour éviter que des étudiants sombrent, eh bien, il s'agit simplement de ça, de savoir que d'autres ont pensé à eux, les ont appelés, les ont contactés par les réseaux sociaux. Mais ça, en réalité, ça ne peut pas s'organiser en centrale. Ce n'est pas l'université qui peut faire ça, ça ne marche pas du tout. C'est vraiment les étudiants entre eux, au sein de micro-communautés, finalement, au sens de Deleuze et Guattari. Donc voilà, des petits espaces où se crée un lien par des personnes qu'on identifie. Vous voyez, ce n'est pas des étrangers, ce n'est pas un psychiatre ou une psychologue qui va vous appeler, mais bien l'autre étudiant qui s'enquiert un peu de comment ça va, de comment vous êtes. Et au fond, ce genre d'action peut également être une source de prévention. Yann, vous partagez ce sentiment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont naturellement faites par les jeunes entre eux et qui manquent simplement d'activation et d'organisation? Oui, tout à fait. Comme on disait, les jeunes préfèrent se donner un coup de main entre eux plutôt que de franchir le pas d'un centre médico-psychologique. Et alors, comment on peut faire pour inciter chacun à être à passer par-dessus cette prévention-là, cette difficulté à recourir à un soin médical? Déjà, il faut lever certains tabous, hein. Les tabous de la consultation, les tabous de l'expression des idées de suicide. Hein. Ça, c'est des tabous sur lesquels il faut qu'on travaille. On est en retard sur les pays anglo-saxons là-dessus? En tout cas, on est en retard sur la prévention, hein, ça c'est sûr. Et a priori, il faudrait qu'on rentre dans leur intimité, dans les cercles d'étudiants, de jeunes, par d'autres réseaux. Alors on pense bien sûr aux réseaux sociaux, on travaille tous dessus, mais il faut tous les utiliser. Il faut peut-être aussi utiliser les influenceurs de toutes les spécialités. On a vu dans l'étude JAM comment une blogueuse, une youtubeuse pouvait évidemment être très influente. Sauf qu'il faut aller, on en parlait avant ce webinaire entre nous, il faut aller chercher dans toutes les spécificités, dans l'automobile, d'envoyer dans toutes les petites spécificités pour aller toucher tous les jeunes et pour pouvoir leur donner les initiatives, comme je suis là ou comme d'autres, qui leur permettront d'avoir quelques petites clés pour être là en cas de problématique suicidaire. Tous les clubs de sport, c'est aussi un relais qui est peut-être sous-utilisé? Les clubs de sport, mais j'ai envie de dire les pharmacies, j'ai envie de dire tous les lieux où les jeunes se croisent pour pouvoir que cette sensibilisation du risque suicidaire soit dans les têtes comme d'autres problématiques de santé. Et étant donné que c'est une problématique majeure, il faut, je pense, que ça soit beaucoup plus grand en termes de communication dans les mois à venir, hein, vraiment. Charles-Édouard Notre-Dame, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'image de vos métiers, les métiers de la psychiatrie, pédopsychiatrie ou psychiatrie pour adultes? C'est-à-dire que pour le grand public, on imagine tout de suite l'infirmier en blouse blanche avec la camisole et la piqûre. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas, à travers les réseaux d'information, grands médias ou réseaux sociaux, une nécessité de montrer que la réalité du psychiatre aujourd'hui, et notamment du psychiatre en milieu hospitalier, ce n'est pas la coercition?
Oui, ça c'est une évidence. C'est-à-dire qu'au mieux, on voit l'infirmier avec une piqûre et une camisole, mais il y a vraiment un très gros travail à faire. Mais ça, il faut aussi qu'on balaye devant notre porte, nous, du côté de la psychiatrie. C'est que pendant un moment, on a une longue tradition auparavant asilaire qui était assez opaque, assez fermée, où on avait beaucoup de mal à communiquer. Heureusement, c'est largement en train de changer. Heureusement, la psychiatrie a opéré une profonde mutation qui fait qu'on n'est plus du tout une psychiatrie coercitive, ou en tout cas, on minimise au maximum, et c'est vraiment très prudent et avec un sens éthique qui est très prononcé. On a un gros travail à faire, à occuper le terrain, à être présent sur les canaux de communication, présent pour déconstruire ces images qui sont extrêmement péjoratives encore malheureusement du soin en psychiatrie. Christophe Tsouriau, un internaute nous signale l'organisation infosuicide.org pour justement pallier le déficit d'information. Vous connaissez cette association? C'est un outil utile? Alors, je dirais il y a beaucoup d'outils de ce type-là. Je ne connais pas spécialement celle-là. C'est des outils d'écoutant. C'est certainement utile. Mais vous voyez, moi, mon inquiétude, encore une fois, c'est une inquiétude d'amont. C'est une inquiétude finalement je dirais, une question plus globale. C'est qui va appeler, qui est au courant de ce numéro de téléphone et qui va appeler pour avoir de l'aide. Vous voyez, et au fond, voilà, il y a une partie émergée de l'iceberg qui va arriver à faire ça ou qui va arriver à prendre contact avec, par exemple, notre service de santé universitaire, car il y a des psychologues et des psychiatres avec des consultations gratuites. Vous voyez, donc il y a quand même des moyens. Mais au fond, c'est comment ils arrivent à avoir l'information et comment ils arrivent à franchir le pas. C'est deux questions extraordinairement importantes et c'est là-dessus que nous, on essaie de situer, précisément, comme on vient de le dire, alors non pas en banalisant, mais en expliquant que voilà, la santé mentale, ça existe. C'est des maladies, finalement, je dirais, comme les autres. Le suicide, ça existe, ça peut toucher n'importe qui. Il y a plein d'idées fausses autour du suicide et il faut absolument lutter contre pour que ceux qui, à un moment donné, auront besoin de franchir le pas, eh bien, le fassent avec le moins de problèmes possible. Yann ? Je valide totalement les éléments. Il y a un verrou psychologique encore dans la société à faire sauter. Mais oui, tout à fait. Tous les tabous qu'on a cités, la stigmatisation. Et il faut voilà, que ça soit une problématique comme une autre, que les éléments qu'on a cités lors de tout ce webinaire soient des éléments connus par l'ensemble de la population et qu'il y ait des grandes campagnes de fait sur ce sujet. C'est vraiment une grosse carence que nous avons actuellement en France. Caroline, Jean-Pierre, dans ceux qui veulent apprendre les gestes de premier secours, est-ce que vous repérez ceux qui ont eux-mêmes eu des difficultés, sont passés par des phases suicidaires et veulent bien justement apporter leur expérience et être utiles? On ne les repère pas systématiquement, mais ça arrive que dans le cadre du déroulé de la formation, sur certains moments, par exemple sur la crise suicidaire, eh bien, ils n'arrivent pas à participer à toutes les étapes en fait des jeux de rôle, etc. Et ils demandent à certains moments de s'isoler un petit peu et ils reviennent après dans la formation. Donc on les repère pas systématiquement. En revanche, on a des personnes concernées qui ont décidé de passer à l'étape suivante et de devenir formateurs accrédités pour après pouvoir justement organiser des formations de secouristes. Charles-Édouard de Notre-Dame, est-ce qu'il manque dans notre pays une sorte de grande plateforme, de grand forum où toutes les initiatives de ce type pourraient venir échanger leurs technologies, leurs données et leurs expériences? Je vais redire ce qui a été dit aux précédentes tables rondes. On a besoin d'une coordination. Ça, c'est clair. On a besoin d'articulation et de mise en synergie. Mais pas forcément une centralisation par un ministère. Eh bien, en fait, c'est ça la grande question, parce que j'ai été très, très sensible à ce que Deleuze et Guattari a été cité tout à l'heure, parce que moi, je crois beaucoup à la notion du rhizome aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui naissent et qui sont parfois un peu souterraines et qu'il faut pouvoir guider, parce que c'est pas cet aspect, il n'y a pas forcément besoin d'une centralisation pour une mise en cohérence et une mise en synergie. En revanche, on a vraiment besoin de jardiniers qui s'occupent de ce rhizome, qui fassent pousser les initiatives qui sont les plus intéressantes et les plus pertinentes, qui guident le rhizome dans les bonnes directions et surtout qui mettent en cohérence. On a besoin de synergie, ça c'est une évidence. Et puis on a aussi besoin par contre d'une bien meilleure lisibilité du système de soins qui aujourd'hui en psychiatrie est malheureusement
très peu lisible, et en particulier en psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte, ce qui est pour le coup assez complexe. Très bien. Merci beaucoup à vous. On voit que les messages affluent avec d'autres initiatives. La boîte aux lettres de l'Association des Papillons, les clubs de sport, on en parlait, les écoles de musique. En effet, tous les endroits où les jeunes passent, il peut y avoir un système de détection et un moment d'aide. Je vais demander à Pascal Rocher de nous rejoindre, donc le président de la Fondation Ramsay Santé et directeur général de Ramsay Santé, à la fois pour tirer un peu le premier bilan de cette matinée d'échange et pour annoncer des initiatives. On voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes pousses qui sont là, d'idées, d'innovations. Ça s'appuie sur une conscience du problème quand même qui est réelle maintenant, y compris par les premiers concernés où le déni est peut-être en train de reculer. Donc c'est peut-être le bon moment, malgré ou entre guillemets grâce à la crise supplémentaire du Covid, pour accélérer dans cette direction. Oui, non, tout à fait, Christophe. Je crois qu'au début, vous aviez dit qu'il faut y voir plus clair et y voir également plus juste. Donc, effectivement, on connaissait tous, je pense, il y a quelques heures, la gravité du sujet. Incontestablement, la crise renforce encore donc, cette prise de conscience, cette gravité. Deuxième cause de mortalité chez les jeunes, vous le rappeliez. Marcel Ruffo a insisté sur la difficulté, finalement, la complexité entre l'idée suicidaire, qui est quasiment banale chez un jeune, et la capacité à détecter le risque de passage à l'acte. Donc c'est là où la prévention a tout son rôle incontestablement à jouer. On est un peu en retard par rapport à certains pays anglo-saxons. Certains interlocuteurs ont cité l'Australie, le groupe, effectivement, également un acteur important en Australie. Donc, par rapport à la Fondation, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution unique, il y a déjà beaucoup d'initiatives dont beaucoup sont méconnues. Je ne vous cache pas que ce matin, j'ai découvert encore énormément d'associations, d'initiatives, etc. Donc, nous, dans le cadre de la Fondation Ramsay Santé, qui est de facto tournée sur la prévention, l'idée qui est la nôtre, c'est de créer une association, on va dire, pour fédérer les initiatives, qu'elles soient publiques, privées, etc. Un do tank, do dans le sens parce qu'on veut agir, tester des solutions concrètes, mettre en réseau, pas créer une plateforme que vous évoquiez tout à l'heure. On ne croit pas, une fois de plus, on n'a pas la prétention du tout d'être cette solution miracle, mais en tous les cas, créer une plateforme pour mettre en réseau, agréger déjà ce qui existe, les bonnes volontés, travailler ensemble pour tester. L'un d'entre vous parlait de cette notion de rhizome, j'aime bien ce mot. Voilà. Ce qu'on souhaite faire. À quoi ça peut ressembler ? C'est un espace numérique où chacun pourrait apporter des liens vers ses activités, se poser des questions ? Oui, alors à définir avec les personnes qui vont travailler, je veux dire, c'est vraiment à bâtir. Ce qu'on voit, nous, au sein du groupe, on a 35 établissements de santé mentale dans le groupe en France. On traite des problèmes depuis la pédopsychiatrie jusqu'à des problèmes de gérontopsychiatrie, etc., etc. On voit l'importance dans la santé mentale, au-delà de l'épisode de soins quand on est à l'hôpital, le monde associatif, le travail, qu'on soit public ou privé, on voit l'importance de l'avant et de l'après. Donc déjà, à notre petite échelle, je dirais en France, on cherche à partager les expériences de détection, de prise de soins. Donc là, l'idée serait d'aller plus loin en agrégeant, en mettant en commun associations publiques, privées, etc., pour déjà voir comment nous, on peut apporter peut-être dans la connaissance déjà de tout ce qui existe. Moi, je suis frappé, ça a été, je crois, dit ce matin, je suis frappé par le fait que 20%, sous votre contrôle tout à l'heure seulement des jeunes, peuvent citer le nom d'une association. Voilà, par rapport à ce sujet dramatique et encore plus dramatique en phase Covid, voilà, donc il y a déjà faire savoir tout ce qui existe. Là, j'espère qu'on peut apporter, nous, une taille, une connaissance, des outils déjà pour faire savoir. Et au-delà de ça, par rapport à votre question, c'est également réunir des bonnes volontés, dans le sens noble du terme, afin de réfléchir à des solutions concrètes, innovantes, les tester, les faire connaître. Donc ça n'a que cette prétention, pas d'autres prétentions, mais déjà créer cette plateforme, pas de solution miracle, pas de solution unique, mais on avancera comme ça. Christophe Souriau, ça peut entrer en résonance, une telle plateforme, un tel do tank, avec ce que vous avez vous, c'est-à-dire des cohortes, de l'apport de données et un suivi depuis un certain nombre d'années de ces phénomènes ? Oui, complètement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on est vraiment des expérimentateurs. On essaye
de mettre en application des idées nouvelles qui nous viennent d'ailleurs souvent des étudiants, comme vous l'avez vu, et qu'on construit avec eux. Mais on n'a pas vocation ensuite à déployer ces outils. On a juste, voilà, on essaie de montrer qu'ils marchent, donc on a toute une phase d'évaluation extrêmement sérieuse. Mais une fois qu'on a fait cette démonstration, si c'est le cas, eh bien, c'est aux autres de s'en emparer, éventuellement de les modifier et de les utiliser. Donc c'est vrai qu'une plateforme où on pourrait poster ses idées, poster ses outils. Et nous, on a vraiment toujours eu une attitude extrêmement ouverte, complètement ouverte là, sur tout ça. On est prêt à communiquer à peu près tout ce qu'on a fait tout le temps. Eh bien, ça nous serait certainement très utile. Charles-Édouard, ça peut être aussi un espace intermédiaire entre le micro, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les SMS qu'on envoie, et puis le macro, c'est-à-dire les grands médias, une telle existence d'une plateforme? J'espère. Je pense que pourvu que les choses soient très concrètes et que je pense que ce qui est fascinant dans le domaine de la prévention du suicide, en particulier des jeunes, c'est que les forces vives sont présentes, elles sont nombreuses, elles sont motivées et assez peu sont jalouses de leur propre initiative et de leurs propres travaux et partagent assez facilement. Donc s'il y a des espaces de partage qui sont opérants, efficaces, ça peut tout à fait être intéressant. La question, c'est effectivement quel est le degré d'opérabilité et de ce genre de dispositif. On a parlé au début avec l'étude JAM d'un sujet qui est peu revenu après dans la conversation, c'est la gratuité. Beaucoup de jeunes disent on a besoin de gratuité, on a besoin de... Il y a comme s'il y avait la barrière du financement potentiel du soin qu'ils vont demander. Est-ce que c'est une excuse dans la tête des jeunes de se dire je vais dire que j'ai pas d'argent, ça m'évite d'en parler? Est-ce que c'est une réalité du système, une barrière à l'accès aux soins? Alors, je vais prendre un point de vue plus global, espérant qu'il soit également opérant là, par rapport à notre sujet. Il y a un paradoxe en France où globalement les Français, lorsqu'ils ont un problème de santé hors dentaire optique, donc un problème grave, ont une crainte viscérale de ne pas être bien pris en charge. Comme vous le savez, en France, dans les 28 pays de l'OCDE, le reste à charge des patients n'est que de 7%, le plus bas de tous les pays de l'OCDE, et il ne concerne que le dentaire optique. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais lorsqu'on a un sujet sérieux, chirurgie, etc., sans parler des 31 maladies chroniques, on est pris en charge à 100% en France. Et donc, j'intuite que les jeunes également ont cette fausse idée de se dire si je dois me faire aider, détecter, accompagner, etc., je risque d'avoir un problème d'accessibilité financière. La réalité est que ce n'est pas le cas, pour simplifier. Quand on est sur le terrain, on a comme ça des témoignages de gens qui disent « j'ai pas voulu venir, j'avais peur de ne pas avoir les moyens ». Déjà, il faut y aller. Oui. On a la première barrière, elle est psychologique. Déjà, il faut aller voir un psychologue ou un psychiatre. Et puis, malgré tout, il faut, au-delà des CMP et des centres médico-psychologiques, tous les psychologues libéraux, c'est 50 € la consultation. Bien sûr. Donc c'est là où pour les jeunes, peut-être, il y a quelque chose à penser qui soit de l'ordre de l'aide supplémentaire. Les mutuelles remboursent assez peu les consultations chez un psychologue. Enfin, c'est plus simple d'avoir une consultation remboursée chez un ostéopathe que chez un psychologue quand même. Oui, c'est juste. C'est une problématique. Il faut y réfléchir. Le ministère est partenaire. On voit bien qu'il n'y a pas de demande de centralisation autoritaire, d'une espèce de grand plan Marshall sur ce sujet venant d'un ministère. Ça ne ferait qu'étouffer peut-être toutes ces initiatives. Est-ce qu'on peut néanmoins demander au pouvoir public une orchestration peut-être plus efficace? Ah oui, obligatoirement. Alors oui. Là aussi, il n'y a pas de centralisation. Personnellement, je pense que ce n'est pas obligatoirement effectivement la bonne solution. Mais il y a obligatoirement... La psychiatrie reste malheureusement dans notre système de santé le parent pauvre. En termes de financement, d'attention des pouvoirs publics, etc. La prévention, on l'évoque ensemble depuis 2 ans dans le cadre de ces rencontres, reste vraiment le sujet faible du système de santé français. Aujourd'hui, les pouvoirs publics sont assez largement concentrés sur la réforme du financement de la psychiatrie en France, qui devrait être mise en place dans les prochains jours. Pour les spécialistes, le système actuel renvoie aux années 60. Il faut le rendre plus fluide, plus tourné vers le soin et donner également un espace pour la prévention. On travaille d'ailleurs, et on n'est pas les seuls, mais on travaille au sein du groupe sur des centres de santé primaire qu'on va lancer l'an prochain en France, en forme de pilote, pour intégrer également un espace prévention. 30 secondes là-dessus, le groupe est présent très fortement en Suède, Norvège, Danemark. En Suède, nous avons 105 centres de soins primaires, 1 million de Suédois. Tout n'est pas parfait dans les modèles étrangers, mais je suis très impressionné dans le système de centres de soins primaires en Suède, où vous allez voir, à un même endroit, il y a une quinzaine de spécialistes infirmières, il y a quasiment toujours un psychologue et une détection
à l'accueil par l'infirmière de triage afin de détecter ce qu'on a vu dans différents vidéos témoignages, quelqu'un qui, faisons simple, ne va pas bien. Et cette prévention dans les centres de soins primaires en Suède, où en moyenne un médecin généraliste voit 12 à 15 patients par jour, là où en France, en moyenne, un médecin généraliste en voit 25 à 28, franchement, c'est majeur. Hein. Moi, je passe beaucoup de temps. C'est déjà en amont quelque chose, ce n'est pas la seule solution, mais c'est vraiment un système différent. Prévention, centre de soins primaires en amont. Ça aussi, c'est une brique essentielle sur laquelle, là, les pouvoirs publics français doivent nous aider, créer les conditions pour que tous, on s'investisse dans les centres de soins primaires, y compris sur la détection d'une problématique santé mentale. Donc là, on est à l'aube quand même d'un moment nouveau, parce qu'il y a cette remise à plat du système public, il y a toutes ces initiatives. On voit bien qu'on est sur un moment charnière. Alors oui, on est à l'aube parce que je trouve que par rapport à il y a 10 ans, le constat, là aussi, global de toute la problématique en France reste la coordination ville-hôpital. C'est un constat dorénavant totalement partagé. Un certain nombre d'initiatives, l'article 51, pour être un peu technique, du projet de loi de finances, nous permettent, nous, opérateurs de santé, de tester des pilotes. Voilà, il faut juste aller beaucoup plus vite, contractualiser notamment avec les ARS pour tester, etc., et partager les solutions. On revient à notre sujet, il faut mettre en réseau, partager des solutions qui vont fonctionner ici ou là. Et c'est vrai que par rapport à d'autres disciplines de la santé dans lesquelles nous sommes également présents, ce qui est remarquable, sincèrement, c'est que les opérateurs en santé mentale et en ligne encore, il y a voilà, une volonté de partage absolue. Et ça, c'est bien, c'est formidable. Pour boucler la boucle quand même de notre matinée, je voudrais revenir un peu sur le thème qui était sorti premier dans l'étude JAM tout à l'heure, ce fameux harcèlement. Harcèlement physique ou harcèlement, bien entendu, on le soupçonnait, par les réseaux sociaux. Avec cette destruction de la confiance qu'on peut avoir en soi, cette création finalement d'une bulle de solitude dans un univers qui se dit hyper connecté. Est-ce que vous, les différents acteurs, vous êtes demandeurs, puisque c'est en débat juridique actuel dans la société, d'une forme d'action contre le harcèlement des réseaux sociaux à travers des levées d'anonymat, des poursuites possibles, c'est-à-dire que l'individu, ses parents, ses enseignants puissent se retourner contre les harceleurs de manière plus virulente, ou est-ce que c'est un débat qui vous semble trop périphérique? Yann? Déjà, sans aller jusqu'à ce que vous dites, si une des personnes qui gravitent autour de cette personne harcelée peut elle aussi être là pour signaler ce harcèlement via les éléments existants comme la plateforme Pharos, c'est déjà quelque chose d'important, voilà, que le proche, celui qui reste un petit peu en dehors de ce phénomène de harcèlement puisse se rendre compte de ce qui se passe et puisse le signaler, ce serait déjà bien. Charles-Édouard, vous, dans la manière dont vous intégrez les réseaux sociaux à votre initiative, il y a aussi, sans naïveté aucune, une agressivité à développer contre le harcèlement, une contre-offensive à mener? Alors, agressivité contre le harcèlement, je ne sais pas, contre-offensive, c'est certain. Pour répondre à votre question, moi je suis pour un engagement très fort pour mettre en place des ressources sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrepoids à ce harcèlement. Certes, il faut lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement, ce qui est très difficile, mais il faut aussi un contrepoids de ressources fiables, de grandes campagnes de prévention, de promotion de l'entraide et l'accès aux soins via les réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile parce qu'il faut pouvoir se mettre en coordination des associations, des acteurs du soin, mais aussi des métiers de l'ingénierie, du community management. Et ce travail collaboratif, il faut vraiment une impulsion extrêmement forte pour le mettre en place. Un des internautes, Charles-Édouard Gardé la parole, nous propose de créer, comme il y a des délégués de classe, de créer dans les classes une sorte de référent dans chaque classe, un jeune qui serait chargé d'être attentif à ce sujet du suicide et de la tentation suicidaire. Ça pourrait être utile ? En fait, c'est un peu un projet et un programme qu'on met en œuvre, c'est-à-dire c'est le fameux programme Sentinelle des délégués de classe, pourraient être repérés dans leur communauté de vie, c'est-à-dire leur classe, comme des ressources particulièrement aidantes en termes de repérage et d'orientation vers des ressources fiables. Le seul souci, c'est qu'il faut faire très attention dans les sentinelles qu'on appelle les sentinelles pairs. C'est que forcément, ces sentinelles sont beaucoup plus exposées que les autres et donc il faut les accompagner de manière très étroite pour éviter que ces personnes-là soient elles-mêmes en difficulté. Caroline Jean-Pierre, un internaute nous renvoie à une série télé, la série 13 Reasons Why, les 13 raisons du pourquoi en quelque sorte. On voit bien ce que ça veut dire, c'est essayer de remonter la pente. Comment en est-il arrivé là? Est-ce que dans vos systèmes de formation, on peut intégrer comme cela des séries télé, la fiction, le paysage de la création artistique?
Alors oui, on l'intègre via des échanges sur des œuvres artistiques, on l'intègre via des vidéos qui sont partagées dans le cadre de la formation. Il y a effectivement aussi, alors pour le moment ce n'est pas développé, mais c'est vrai que dans les ressources documentaires qu'on met à disposition donc des formateurs, il y a aussi des pistes de cet ordre-là, quoi. Merci beaucoup à tous les quatre. Un dernier mot, Pascal, avec vous. Donc, le Do Tank, donc on lance l'idée maintenant. Il y a un calendrier, il y a l'idée de... Écoutez, on va essayer, on va lancer l'idée. Voilà, là, une fois de plus, on va recueillir toutes les bonnes volontés, les avis et rendre ceci opérationnel. Je crois que l'objectif qu'on pourrait se fixer, j'ai envie de dire ensemble, si ça ne choque personne, c'est essayer à la fin du premier semestre 2021 déjà d'accélérer la connaissance de toutes les solutions existantes. Je pense que c'est un objectif évident compte tenu de ce qui a été dit ce matin et avoir déjà des premières idées de partage, de solutions à mettre en œuvre. Voilà, pour vraiment se donner les moyens d'avancer dans ces deux domaines. On va essayer. Voilà, c'est le mot de la fin. Donc rendez-vous à l'orée de l'été 2021 pour avoir un paysage complet et voir le rhizome en train de se constituer. Merci encore à tous les quatre. Merci Pascal. Merci. Et merci à toutes les équipes qui ont permis de tenir ces troisièmes rencontres de la prévention santé malgré les difficultés d'organisation. Ça prouve que l'échange des expériences et puis les combats communs peuvent passer par-dessus beaucoup d'obstacles. Merci beaucoup à vous tous et à une prochaine fois pour d'autres rencontres prévention santé avec la Fondation Ramsay Santé.